Bonjour, je vais parler en français aujourd'hui, parce que c'est un sujet universel et c'est un sujet pénible. Il concerne la Palestine. D'habitude, j'en parle pas. Je connais bien le sujet, mais j'en parle pas parce que ça sert à rien d'en parler si on n'a pas de pouvoir. Ça sert à rien de rajouter de la passion à un problème qui est réel, mais si on peut rien faire, donc la meilleure courtoisie, c'est de ne pas rajouter de la passion à la haine, etc., à l'engagement, ça ne sert à rien. Mais là, ça devient pénible. Et si aujourd'hui je décide de vous en parler, c'est parce que je veux dévoiler la stratégie des Israéliens. Nous avons au gouvernement un certain Benjamin Netanyahu, qui est là depuis 15 ans. Et depuis 15 ans, il est en train de tracer une ligne de conduite. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais Netanyahou est devenu beaucoup plus important que Ben Gurion. Ben Gurion, dans les années 50, par exemple, savait qu'un État d'Israël n'avait pas de chance de se poursuivre s'il n'était pas habité par une majorité de juifs, en tout cas de gens qui adhèrent à son idéologie. Et alors, à ce moment-là, peut-être qu'il y avait 70% de la population qui était arabe et 30% qui était juive, donc il fallait renverser le rapport, et il a réussi à le faire en appelant les juifs du monde entier. Donc n'importe quel juif algérien ou de n'importe quel pays réaffirmait son identité juive et trouvait le droit d'émigrer en Israël. Et c'est ce qui s'est passé. Tous les juifs du monde arabe ont quitté et se sont installés en Israël, sans parler des juifs de l'Europe de l'Est, de l'Europe, etc., de l'Amérique. Et donc c'est ainsi qu'on a pu constituer un État où aujourd'hui, je pense que le rapport est complètement inversé. Il y a 70% de juifs, ou peut-être 80, et vingtaine de pourcents de minorités. Enfin bon, en tout cas, Ben Gurion a défini cette stratégie et aujourd'hui, vous voyez, quand je parle, je m'engage. En fait, c'est pas l'objet. L'objet, c'est de dire de Benjamin Netanyahu. Il est très inquiétant. Je veux dire, quand vous voyez le bonhomme, c'est un bonhomme sympathique, il a une bonne gueule, c'est un bon commercial, il parle très bien, qui n'en voudrait pas? Mais c'est un homme dangereux, c'est un homme dramatiquement dangereux, c'est un criminel de guerre. La stratégie qu'il est en train de mettre en place, euh, elle est, elle est, elle est équivalente à l'hitlérisme. Ce n'est pas exterminer les gens, on ne peut pas tuer les gens directement, mais faire en sorte qu'ils meurent d'eux-mêmes, qu'ils se tuent d'eux-mêmes. Et donc, toute la stratégie, c'est de casser leurs structures, leurs infrastructures, leurs élites. Et c'est une autre forme de guerre. C'est une guerre nouvelle qu'on n'a jamais vue. Et nous, nos médias, ils parlent encore de colonisation, mais ça n'a rien à voir avec la colonisation. Ce n'est pas de la colonisation. Israël ou Gaza, ce n'est pas de la colonisation, parce que la colonisation, elle administre. C'est-à-dire que le pouvoir colonial, il prend un pays et il administre ce pays. Pour le bien, selon une certaine idée rationnelle. Mais ça, ce n'est pas le cas. Il n'occupe même pas. Il n'occupe même pas. Par exemple, Gaza n'est pas occupé. Gaza est contrôlé. C'est toute la différence. Parce que quand on occupe, on gère. Mais là, on ne gère pas. On ne gère pas la Palestine ou la Cisjordanie. On les laisse se noyer. On les laisse souffrir. Mais on les contrôle aux frontières. On les contrôle dans l'import, dans l'export, dans l'information. Tout est contrôlé. Qui est chef, il habite où. Tout est sous le contrôle de l'information. Mais il n'y a aucune gestion. Il y a une police militaire qui s'occupe de quoi? Qui s'occupe des jugements au cas où porter atteinte à l'autorité militaire. Mais maintenant, vous vous entretuez entre vous, ce n'est pas leur problème. Ou que les militaires tuent des locaux, ce n'est pas leur problème. Par contre, si vous lancez une caillasse contre un militaire, ça, vous êtes passible d'un jugement d'un tribunal militaire sur le territoire dit occupé de Gaza. C'est un territoire contrôlé, pas occupé, contrôlé. Et on les laisse faire, et on les laisse mourir, et on les détruit indirectement dans leurs ressources agricoles, dans leurs infrastructures, dans l'information. C'est-à-dire que toute l'information ne provient jamais des locaux.
L'information est sous contrôle. L'information sur les problèmes de Gaza se passe sur les terrasses de Tel Aviv. C'est là où vous prenez les informations sur ce qui se passe à Gaza, mais pas sur place. Et sur place, quand il y a de l'information, là encore, c'est sous contrôle. Sous contrôle de qui? Parce que tout est compliqué. Vous ne pouvez pas aller à Gaza. Les journalistes ne peuvent pas aller à Gaza. Par contre, ceux qui y vont, ce sont des agents. Ce sont des agents du Mossad qui contrôlent aussi l'information, qui réceptionnent les informations et ils ne vous transmettent que ce qu'ils ont envie. Alors, qu'est-ce qu'ils vous transmettent comme image? Qu'une femme crie, pleure avec son turban, en criant Allahu Akbar à la vengeance, etc. Ah oui, ça c'est des images qu'on transmet. Mais pourquoi est-ce qu'elle pleure? Quelle est la raison? Ça on ne transmet pas. Ça on ne vous donne jamais la raison pour laquelle cette femme se retrouve dans cet état d'hystérie. On vous montre l'hystérie, on ne vous montre pas les raisons de l'hystérie. Et par contre, tiens, on vient de détruire, hier j'ai appris, la tour de Al Jazeera, le journal TV. Ils ont bombardé l'immeuble. Ils leur ont demandé de sortir, on vous donne 1 heure et ensuite on l'a bombardé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même les sources de l'information, les seules sources de l'information qui étaient présentes à Gaza sont les sources arabes, même s'ils sont complètement incompétents, ça moi je vous le dis. C'est-à-dire qu'ils sont sur place et ils sont incompétents, incapables de rapporter une information fiable, sincère. Enfin, je laisse tomber les commentaires. Donc ils ont détruit cet immeuble pour détruire l'infrastructure de l'information. C'est-à-dire qu'on empêche la seule structure locale capable d'apporter une information sur les gens sur place, si jamais ils faisaient du bon travail, ce n'est même pas le cas. On l'a détruit avec ses infrastructures, ses capacités, parfois ses journalistes, etc. On contrôle l'information. La source d'information sur ce qui se passe à Gaza vient des services israéliens. On vous dit, on a envoyé 600 missions d'avions, 600 en quelques jours, et ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Donc 600 raids et 60 morts. 600 raids, 600... Alors vous dites comment est-ce possible 600 raids de bombardement, mais ils ont tué des tas de gens. Non, on vous dit 60 morts. Mais qui vous donne ces statistiques? Il y a peut-être plus. Je ne sais pas. Mais maintenant, allons plus dans le détail. Qui c'est qui est mort dans ces raids? Eh bien, c'est là le point criminel. C'est qu'on tue les leaders. On sait où ils habitent, on détruit leurs maisons, eux, leurs familles et leurs enfants. Vous voyez, quand on tue quelqu'un, on tue un responsable du Hamas. Et Hamas, alors on dénigre le Hamas, mais que voulez-vous, c'est la seule autorité sur place. Donc on détruit des pères de famille, on détruit une mémoire, on détruit une expérience. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans l'image, c'est je te blesse pour que tu aies plus à souffrir que de te tuer. Parce que quand tu es blessé, tu es une charge pour ta communauté. Donc on tue le chef, on blesse le chef. On le tue s'il est un chef important et on le blesse s'il est un quelconque homme. Et donc il devient un handicapé, dépendant, incapable de travailler et il devient une source de contraintes. Voilà. On détruit, on coupe les oliviers, on arrache les vieux oliviers, ceux qui ont plus de 100 ans, on les arrache, on les transfère. Les autres, chez les agriculteurs, vous avez vu des images, on les coupe pour empêcher toute croissance, tout développement agricole. Le commerce, il est sous contrôle, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas importer ce que vous voulez, et tout dépend des autorités israéliennes qui vous contrôlent aux frontières. Donc vous êtes dans une enclave complètement fermée, vous n'avez même pas le droit à la parole, ni à l'expression, ni à l'écoute. Et c'est une nouvelle guerre. On ne vous tue pas, on se vante d'avoir détruit les moyens de destruction, mais en fait on est en train de vous laisser mourir. Et c'est ce qui se passe, c'est que la vie devient intenable, insupportable, ce n'est pas possible. Donc ce que l'on pourrait qualifier de petite bourgeoisie locale, elle ne peut plus survivre, donc elle fuit, et ça les arrange, ça c'est le but. Donc une société est privée de ses producteurs, de ses agriculteurs, de ses industriels, de son élite, de sa mémoire, de ses ouvriers. Le pauvre chauffeur de taxi, il transporte quelqu'un, on le bombarde, on fait des orphelins comme ça. Mais c'est plus dur à survivre en tant qu'orphelin que le crime direct. Mais enfin c'est-à-dire c'est du crime indirect. Et personne ne parle.
Je veux dire, en Occident, on n'ose même plus parler de la Palestine, on n'ose même plus parler de leurs problèmes. On est là, c'est pénible. Et c'est pénible parce que, comme je vous disais, nous sommes nés avec ce conflit et nous vivons encore aujourd'hui à notre retraite avec ce conflit. Ce conflit dure depuis plus de 70 ans. Vous imaginez que nos aînés, que les plus vieux, ont vécu avec ce problème de la Palestine et à ce jour. Et toute une mémoire est passée. Et donc aujourd'hui, je parle en français parce que je veux que ce soit entendu, surtout de la part des Israéliens, parce que les Israéliens doivent se dire ce n'est pas notre projet, ce n'est pas notre projet, ça ne peut pas être notre projet, on ne peut pas adhérer à ce projet. Et comme je vous avais dit dans une autre page, les pères ne seront sauvés que par les féministes, là c'est pareil, les Palestiniens ne seront sauvés que par les Israéliens. Il n'y a que la conscience israélienne qui peut faire quelque chose. Ça ne sert à rien d'aller manifester dans les rues, on connaît le problème palestinien. Allez, vous allez être milliers, des milliers, vous allez faire des grabuges, vous allez crier, et on va encore exploiter vos cris en disant que c'est de l'antisémitisme, ou de la haine, ou du racisme, etc. Donc ça ne sert à rien, on le sait, on connaît le problème. Si maintenant vous me parlez du problème des Rohingyas qu'on ne connaît pas, ah, ça c'est manifester, ça vaut la peine. Mais bon, vous voulez manifester pour la Palestine, on connaît le problème. Il aurait été plus intelligent de faire un débat entre les intellectuels qui connaissent la problématique palestinienne et toutes les conséquences et qu'ils en parlent dans un média, dans une table ronde, dans une table libre, dans laquelle il y a un échange de paroles sur cette problématique. Bon, ça, et puis diffuser et le faire entendre au gouvernement. Parce que manifester dans la rue, c'est quoi le but d'une manifestation? C'est de faire entendre une problématique. Mais le gouvernement la connaît, la problématique. Maintenant, ce qu'il a besoin, le gouvernement, c'est des arguments. Et par exemple, le cas de la Tunisie, pour le moment, la Tunisie est au Conseil de sécurité. La Tunisie a un président qui a dit son adhésion à la cause palestinienne, en tout cas sa sensibilité à la cause palestinienne, et il a été élu en partie aussi pour ça, parce que tout le monde a une certaine sensibilité pour la cause palestinienne. Donc on attend beaucoup de ce président de la République, on attend beaucoup, je le dis presque par ironie, parce que moi je me dis, il vaut mieux qu'il la ferme, parce qu'il va encore dire des conneries. Mais en tout cas, la prétention est là. La prétention est là. Donc si la prétention est là, qu'en plus la Tunisie a une place au Conseil de sécurité, qu'est-ce que vous allez faire? Quelle solution? Comment est-ce que vous allez aider? Comment est-ce qu'on peut modifier cette route, ce tracé de route qui a été fait par Benjamin Netanyahou? Je vous ai dit, Netanyahou, c'est vraiment le charisme dangereux. C'est la belle femme qui vous donne du poison. Et c'est absolument ça, je vous dis, c'est un homme commercial qui vend très bien son pays, qui vend très bien ses opinions, mais il appartient à une extrême position assassine, criminelle. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Donc on est en train de tuer toutes les bases, de casser les infrastructures, de casser la société. Déjà, les Palestiniens souffrent depuis plus de 60 ans. Depuis plus de 60 ans, ils ne connaissent plus la mémoire transgénérationnelle. Ils ont tous perdu un père, un grand-père, un oncle. Donc ils vivent quelque part dans le mythe. Ils ne sont plus enracinés dans la culture, dans l'identité, dans la personnalité. Ils sont là à répéter des choses et les plus jeunes transmettent des valeurs peut-être qui ne sont pas celles de la société ancienne. Parce que comme j'ai vu une image là, quand un père présente ses enfants en tenue militaire avec le drapeau palestinien et l'objectif de faire la guerre, mais oui, il a 25 ans, il est père, il est stupide, et il donne ça à son enfant de 4, 5, 6 ans. C'est de l'instrumentalisation abominable et c'est pas bien, c'est pas un avenir qu'on peut prévenir pour ses enfants. On a besoin d'une certaine maturité pour relativiser le conflit et l'adhésion et le respect et la tolérance, etc. Ça, c'est une maturité qui vient à partir de la cinquantaine. Donc. Mais il n'y a plus d'hommes de 50 ans. Ils ont été tués, il n'y a que des analphabètes. Il n'y a plus de structure sociale, il n'y a plus d'agriculteurs, il n'y a plus de... Donc un pays complètement enclavé, dépendant, dans l'appauvrissement, dans la misère, qui est en train de mourir. Et je vous dis, ce n'est pas de la colonisation. La colonisation administre un pays. La colonisation veille au bien des indigènes. Ça, c'est différent. Ici, c'est un vol de pays. Ils ont volé un pays. Bon, mais c'est pas grave, il faut le reconnaître. On a volé un pays. Et on se dispose aujourd'hui à administrer ce pays avec des citoyens égaux. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? L'Amérique le fait bien, quoique l'Amérique, elle a mis ses Indiens en réserve. C'est-à-dire que
je peux inclure tout le melting pot des migrants qui viennent de n'importe où du monde pour faire une société américaine, mais les réels indigènes, c'est-à-dire les Indiens d'Amérique, eux, je les parque parce qu'ils sont les plus dangereux, parce qu'eux, ils peuvent dire ça nous appartient et on veut récupérer notre pays. Mais bon, dans le cas des Indiens d'Amérique, il n'y a pas la notion de propriété. Pour eux, le sol ne leur appartient pas. Donc ils ont une religion ancienne assez originale, c'est que la terre appartient à tout le monde, donc la terre, c'est celle des aïeux, celle des vivants, et les vivants sont autant les oiseaux, les êtres humains, les plantes. Ils ont une philosophie religieuse assez écologiste, et donc eux ne revendiquent pas le territoire. Mais en Palestine, c'est une histoire de vieille civilisation, donc un sentiment d'appartenance. Donc ce sentiment d'appartenance que les Israéliens veulent briser, absolument. Donc ils sont plus disposés à accepter un immigré de Thaïlande ou un Béninois qu'un Palestinien. Parce que le Palestinien va se dire c'est à moi, et donc c'est un peu comment dire, la cinquième colonne ou un truc comme ça, vous voyez. Donc le Palestinien, ils n'en veulent pas. Donc le plus grand danger pour eux, donc il faut l'éliminer, il faut l'expulser, il faut le. Alors qu'est-ce qu'ils ont comme. Il n'y a pas un idéal de pacte dans lequel en disant bon, nous avons fait du mal, nous avons volé un pays, mais bon, aujourd'hui on se dispose à faire une société égale, de citoyens égaux. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il y a des Israéliens qui ont tous les droits, et il y a ce qu'ils appellent arabes résidents, c'est-à-dire des résidents permanents, mais ce sont des résidents. Donc on pourrait dire un jour, ben, ils ne sont plus résidents. Ou alors on les encourage à partir, ou on les encourage, ou on essaye comment dire, à les déraciner, à les évacuer, à les encourager à l'immigration. Et c'est ce qui se passe. Donc les Palestiniens se sont rendus compte de cette stratégie des Israéliens de vouloir expulser au maximum les Palestiniens. Donc ils ont une contre-politique d'essayer de s'accrocher au sol dans ce qui reste de Jérusalem-Est. Et là encore, on vous sort un faux procès, un truc bidon, monté de toutes pièces, d'une personne qui serait propriétaire et qui aurait été, comment dire, on lui aurait pris ses biens il y a une centaine d'années et qu'il veut le récupérer par voie judiciaire et patati et patata. Ce sont encore des moyens de réoccuper le centre névralgique de Jérusalem-Centre, c'est-à-dire le lieu de merde mondial que tout le monde revendique. Et c'est ça, au nom de sacro-sainte religion, on veut sa place dans ce cœur, comme si le jugement dernier aura lieu dans cette place-là. Et c'est une très vieille légende qui remonte pas aux juifs, pas aux musulmans, qui remonte aux chrétiens de l'an 1000. Lorsque on annonçait l'an 1000, on se disait que c'était la fin du monde et que pour la fin du monde, il fallait que les chrétiens se retrouvent à Jérusalem, là où aurait lieu le jugement dernier. Et donc tout le monde voulait sa place à Jérusalem. Donc les chrétiens ont initié cet idéal de Jérusalem, et en plus avec le centenaire de la mort du Christ, donc en 1000, je ne sais pas combien. Et donc il y a eu un encouragement des chrétiens, des templiers, et disposés à faire la guerre pour se retrouver cette place dans ce carteron dans ce quartier de Jérusalem, pardon. Et voilà. Et puis bon, alors tout le monde maintenant crie son amour pour Jérusalem, Jérusalem, la ville sainte, le lieu, je ne sais pas, la Mecque des religions, je n'en sais rien. Et tout le monde est jaloux et tout le monde veut sa place là. Mais enfin, ça fausse la relation des gens, ces trucs-là. Il faut arriver quand même à respecter les lieux et faire en sorte de respecter la diversité, parce que c'est la diversité qui fait la richesse de cette cité. Et arrêtons donc de. Modernisons, oui, développons, oui, nadafons, oui, nettoyons, ok, mais bon, mais vouloir l'exclusivité, ça c'est pas bien, c'est pas sain, c'est pas durable, c'est pas paisible, c'est pas respectueux, c'est voilà. Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que indirectement, on ne tue pas, mais on fait en sorte que vous creviez, que vous n'ayez pas les moyens de vivre, ni les ressources agricoles,
ni les infrastructures, ni votre élite, ni vos intellectuels, ni votre mémoire, ni votre père, ni rien. Donc on est en train de, ni vos racines, on est en train de faire une société, et toute l'information, c'est-à-dire l'information sincère. Je vous ai dit ce cri d'hystérie de la femme, on vous transmet l'hystérie. Et on se dit, ouf, l'autre c'est quoi ces horreurs camouflées, Allahu Akbar. Ah oui, ça fait le jeu. Ça fait le jeu de ne pas avoir pitié, de ne pas entendre ces gens-là. Mais un média doit aller, un média doit aller dans le sens humain. C'est-à-dire, pourquoi tu pleures, c'est qu'il y a une raison. Tu as perdu une femme, tu as perdu comment. La question, c'est comment tu vas vivre, comment lui, comment le chef de famille se venait aux besoins, comment vous allez faire à l'avenir, qu'est-ce que vous allez manger. Mais là, on nous montre c'est-à-dire que l'information est sélectionnée par les services. Et quand je dis les services, ce sont les services du Mossad. J'ai reçu sur Facebook ce matin une photo d'un mec souriant devant le bâtiment de Jazira qui a été détruit avec ses 3 enfants. Alors bien sûr que la légende est certainement magouillée, dans le sens que le propriétaire, comme s'il est souriant devant son immeuble détruit. Mais attends, mais d'abord, est-ce que c'est le propriétaire? Je n'en sais rien. Cette photo, elle est ridicule. Et puis là encore, on vous montre ces gens qui ramassent des bombes, mais ils sont souriants. Ils sont souriants, ils rigolent. Donc nos bombes, elles sont chirurgicales. Elles ne tapent pas les gens, elles tapent les bâtiments. Mais quand vous tapez les bâtiments, vous tapez les infrastructures, vous tapez les moyens de vie, vous tapez les moyens d'expression. Oui, je m'excuse, il y a du bruit. Euh, donc, euh, donc, voilà. Ce que je voulais surtout éveiller, c'est que c'est vraiment une guerre. C'est pas une guerre coloniale. C'est pire. C'est pas une guerre coloniale. Arrêtez de croire que le pire est la guerre coloniale. Ce n'est pas vrai. Et tous vos discours de conquérants de genre indépendantiste, c'est de la foutaise tout ça. C'est de la foutaise. Il y a eu une administration coloniale qui s'est occupée du bien local quand à un moment ça n'allait pas. On a stoppé, on a changé, on a modifié le système de gouvernance, au lieu que ce soit, par exemple, le pouvoir colonial du préfet, je ne sais plus comment on appelait son titre à Tunis, on a remis ça au bey de Tunis, qui a nommé son premier ministre, Habib Bourguiba, lequel ne convenait pas d'une régence, et il a transformé le pays en république. En Algérie, c'est différent. On a expulsé l'ancien souverain de Hussein Dey, et on a mis un autre pouvoir d'administration, d'abord militaire, et puis après colonial. Et puis bon, comment dire, en Algérie, on a considéré cela comme des départements français. Donc la France n'entendait pas partir. C'était des départements français. On voulait distinguer l'Algérie de la Tunisie. La Tunisie, c'était un accord entre le souverain Hussein, le Sadr Besh, j'ai oublié son nom, Sadr Bey, et l'autorité coloniale. Donc c'était un accord convenu pour presque une gestion de 100 ans du pays. Bon, à un moment on a interrompu. Mais en Algérie, il n'y a pas cet accord. En Algérie, on a renvoyé l'ancien Hussein Dey et on a assis le pouvoir avec des départements. On a géré le pays comme si c'était la France, c'est-à-dire que les élites étaient nommées par une administration et dans ce système-là, les indigènes étaient exclus, les injustices étaient telles qu'il est arrivé à un moment qu'on ne voyait pas de quelle manière restaurer la justice. Et donc on est arrivé à un état de guerre et l'indépendance, on l'a obtenue par la violence. Mais bon, cette violence, de la guerre d'Algérie, elle a duré 7 ans. Là, l'hitlérisme, il a duré 4 ans. Mais l'affaire palestinienne, elle dure 70 ans. Donc nous sommes fatigués, nous sommes épuisés par ce conflit. Nous sommes nés avec ce conflit et nous en sommes toujours là. Et dans un bouquin dont je vous ai parlé, je vous ai dit que la politique était une science. Et l'exemple d'aujourd'hui me donne l'occasion de citer un exemple de cette science. Il y a une équation fondamentale qui a été donc évoquée notamment par Ben Gourion, l'idée
qu'une population doit adhérer à son pays. Et donc, une population ne peut adhérer à son pays que si elle est majoritairement juive. On ne peut pas faire un État d'Israël dans lequel il y aurait une majorité donc l'État ne serait pas viable. Israël serait devenu très vite la Palestine avec des juifs citoyens qui n'auraient peut-être pas eu accès aux mêmes facilités, aux droits. Donc il y a quelque chose, cette équation du départ, c'est une population qui adhère à son gouvernement. Et la part la plus dangereuse, c'est la population arabe musulmane, parce qu'elle est en croissance, parce qu'elle est légitime, parce qu'elle est native de là, parce qu'elle est originaire. Et donc c'est celle qui est la plus dangereuse. Donc c'est cette part de la population qu'il faut réduire. Et cette équation tient toujours aujourd'hui. Et sous Netanyahou, c'est pareil. Et alors comment les tuer? On ne peut pas les tuer, puisqu'Israël se revendique sa légitimité des massacres hitlériens, de l'Holocauste, etc. Donc elle ne peut pas tuer les gens. Donc elle ne les tue pas, mais elle les laisse mourir. Elle tue leur capacité de vivre. Et donc toutes les entraves sont mises dans leurs conditions de vie. Ils ne peuvent pas se développer, ils ne peuvent pas se déplacer, ils ne peuvent pas pratiquer l'agriculture. Il y a des sabotages au niveau des récoltes, il y a des choses ignobles qui sont en train de se passer que vous ne voyez pas. Il y a des journalistes qui viennent prendre des informations, et puis bon, ils prennent des informations, donc les gens, les Palestiniens ont l'impression d'avoir accès à des journalistes internationaux, donc ils parlent, ils évoquent leur situation, mais en fait ils donnent des informations aux services de renseignement, et les services de renseignement ne diffusent pas leurs informations. C'est-à-dire, quand une mère plaint de sa misère, on s'en fout de sa misère. Par contre, on va diffuser ces grosses larmes, ces cris, ces hystéries. Ah, ça c'est bon. Parce que ça donne une mauvaise image des musulmans, des Palestiniens. Et puis, alors, on les donne dans l'image de joie. Ils sont heureux. Donc, finalement, ils ne sont pas tellement souffrants. Donc, les quelques moments de joie ou de rire, parce que ça peut arriver. Dans le malheur, on peut rire, c'est-à-dire c'est une sorte de... J'ai oublié le mot, enfin, j'ai perdu. De revivance. Bon, il y a un mot pour ça, je ne l'ai plus en bouche. Et donc, c'est revivre un tout petit peu. Eh bien, on vous prend ce moment-là pour faire croire qu'il y a le bonheur à Gaza. Mais c'est une très grande misère. Alors, on vous montre quelqu'un en bonne santé, physiquement, un bon lobèze. On dit, mais enfin, ils ont de quoi manger, ils ont de quoi. ils sont bien, ils n'ont pas de quoi souffrir. Et nous, on fait des tapes chirurgicales, c'est-à-dire qu'on ne massacre pas les gens. Mais vous ne massacrez pas les gens, mais vous détruisez toutes les ressources de production. Netanyahou, je vous rappelle, en 2009, moi je m'en souviens bien parce que c'était le décès de mon père, avait attaqué, il avait tout cassé, il avait vraiment détruit toutes les infrastructures. Et puis il a eu la paix. Il a eu la paix en détruisant les ressources. Alors maintenant, c'était 2009, 2019, donc ça fait 11, 12 ans. Donc la société palestinienne s'est un peu recomposée, reconstruite, etc. Et rebelote. Enfin, il y a déjà eu une guerre entre deux. Donc régulièrement, on fait une guerre pour tout détruire et on gagne la paix pendant 4-5 ans. Mais à côté de ça, vous ramenez les gens à l'état de pierre, vous ramenez les gens à l'état de jahili. Ils deviennent des ignorants. Ils ne connaissent plus rien, ils ne connaissent ni leur histoire, ils ne savent même pas lire, ils n'ont pas d'éducation, vous détruisez leur capacité. Et alors après, c'est facile de dire, bah, vous voyez, ils ne sont même pas capables de se développer. Et alors comment sortir de ce piège? Je vous ai parlé de cette équation, il faut qu'une population adhère à son gouvernement, donc il faudrait que cette minorité de Palestiniens accepte de reconnaître l'État. Vous nous avez volé l'État, ok, d'accord, c'est fait, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Mais aujourd'hui, on administre un État égal, donc il faut que ces citoyens arabes palestiniens soient reconnus comme de manière égale au sein d'un État qui défend leurs intérêts de manière neutre. C'est le principe de la politique. Mais comme cette équation ne tient pas, eh bien, on fait en sorte d'éliminer la minorité, la pousser à l'expulsion, de la pousser, et on fait appel à l'émigration. Alors, comme l'émigration s'étouffe un tout petit peu, donc on a inventé cette histoire de... J'ai oublié que le nom, là. Vous savez, quand le grand retour, pour que tout juif européen fasse un peu sa résurrection et revienne en terre de Palestine, en terre sainte. Le mot terre sainte, entre parenthèses, il ne vient pas des juifs, il vient des chrétiens. Donc c'est une référence chrétienne
Mais les chrétiens ne revendiquent pas d'appartenance ou de domination, c'est juste une terre, la terre de Jésus-Christ, la terre, c'est cela. Bon, pour les musulmans, c'est la Qadissa, c'est la terre sainte, c'est aussi la terre sainte. Mais c'est pareil. C'est, vous savez, c'est jalouser une ville qui est venue par les chrétiens, puis par les musulmans, et puis maintenant par les juifs. Mais c'est tous la même religion, c'est tous des monothéistes. Et chacun il a sa part dans ce territoire. Et moi je croyais qu'on allait dans le bon sens lorsqu'on respectait cette diversité. Mais là on se rend compte que cette diversité vise à exclure les Palestiniens. C'est les plus dangereux. Il faut qu'ils ne soient plus là. Il faut les évacuer, on ne sait pas de quelle manière. Et tout est mis en place par des procédures vicieuses, indirectes. Et la guerre est devenue le moyen de... On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas ce qui va se passer. Il va y avoir une nouvelle catastrophe, une famine. C'est probablement arrivé dans les territoires de Gaza. Certainement arrivé. Mais on ne le dit pas. Et les journalistes honnêtes ne font pas ce travail. Et il n'y a pas cette mission de gens, de reporters courageux, vous savez, qui prend son sac au dos et qui va vivre avec les locaux pour rendre compte. Ils sont contrôlés. Et les gens qui font ça, ben, ils donnent de l'information. C'est-à-dire qu'Israël contrôle même le reportage, vous voyez. Et ça ne veut pas dire qu'il faut le nier. Et c'est bon, le seul espoir, ce serait qu'un Israélien de bonne conscience se dise, moi, je ne peux pas accepter qu'on fasse ça. Vous savez, une sorte de Julian Assange ou une sorte de l'autre espion américain qui dit, moi, je ne peux pas accepter que mon pays fasse tant d'horreurs et je dois dévoiler ces choses-là. Le seul espoir vient de là, mais je crois que même cette hypothèse a été prévue par les services israéliens pour qu'il n'y ait pas de dénonciation au sein du système. Et voilà. Donc, je vous dis, on a toujours un tabou sur cette question de Palestine parce qu'on ne sait pas apporter de solution. Donc, on ne rajoute pas de la haine à la passion, de la passion à la haine, vous voyez. Donc, on essaie de calmer. Mais là, maintenant, je voudrais vous dévoiler que les enjeux sont complètement différents. Arrêtons de parler avec des références anciennes. La Palestine, ce n'est pas une colonie, ce n'est pas une guerre d'indépendance, ce n'est rien du tout. Il faut arrêter. Tout ça, c'est des références du passé. Aujourd'hui, c'est une guerre d'extermination avec un contrôle de l'information et on empêche les locaux de parler. Vous voyez, on vous montre que des images de gens heureux alors qu'ils sont bousillés dans leurs infrastructures, dans leurs structures vitales. Ils n'ont pas les moyens de vivre. Donc vous allez fabriquer on fabrique déjà des citoyens. Vous savez très bien, dans nos cultures, on dit bien que les orphelins sont troublés, sont sensibles, d'un point de vue social, ils sont difficilement intégrables. Parce qu'ils n'ont pas eu leur référence de père, etc. Eh bien, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Palestine depuis 3 ou 4 générations. Ils ont été coupés de leurs racines, de leur identité, de leur culture. Et les Israéliens ne font rien. Alors que, excusez-moi, mais la colonisation, elle a fait des études locales. Elle a essayé de comprendre les religions locales, elle a essayé de faire des études d'histoire, elle a essayé de mettre en... Là, ce n'est pas du tout le cas. Là, on n'en a rien à foutre. Il y a une haine viscérale contre les Palestiniens, une haine qui est transmise et ce n'est pas des êtres humains. Et donc, on ne cherche pas à s'intéresser à eux. On ne s'intéresse pas à eux, on les dénigre, on les résume à Hamas. Mais bon, Hamas, que voulez-vous groupement terroriste, mais groupement, c'est quoi? C'est une milice, Hamas, que voulez-vous? Mais il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de... Vous savez, dans n'importe quel pays, vous accédez au pouvoir avec un diplôme, avec une hiérarchie, avec une carrière. Là, ce n'est pas le cas. Là, ce n'est pas le cas. Nous sommes dans un État qui essaye de vivre comme il peut, avec quelconque illettré ou imam prend la direction, et son seul aboutissement, c'est d'être mitraillé ou d'être tué par un obus, lui et sa famille, et lui et ses enfants. C'est ça la destinée. Et ensuite, on renouvelle. Et donc, on ne forme pas une capacité. Et le contrôle se passe aussi dans les médias européens. C'est abominable. Moi, je vous disais, j'écoutais Radio Sud, qui est une radio de merde dans le sud de la France. Vraiment, c'est une radio de merde.
quand vous entendez, ils ont un correspondant, il est à Tel Aviv. Donc il prend ces informations, il vous parle des problèmes sur sa terrasse, depuis sa terrasse de Tel Aviv, mais il rapporte quelle information? Aucune information objective. Il rapporte ce que les visions israéliennes, donc l'information est tenue par les Israéliens. Il peut y avoir des Israéliens de bonne foi, mais là ce sont des pro-israéliens engagés. Donc ils vont là-bas, ils sont bien accueillis, ils ramènent l'information, ils sont disposés à écouter, donc on les blinde d'infos. Et eux rapportent ces informations vers l'Europe. Il n'y a jamais quelqu'un qui dit « Ah ok, merci pour ce que vous me dites, mais moi j'ai envie de voir l'authentique information ». Et c'est-à-dire l'authentique information, c'est aussi prendre des risques. Mais avec le risque aussi d'être tué, de suer, parce que aller à Gaza, c'est pas facile, les accréditations ne se donnent pas, le passage est compliqué, en plus ensuite il faut vivre sur le locaux, et là c'est pas facile de pénétrer, d'avoir l'information, parce que là encore, est-ce que c'est des Israéliens ou est-ce que c'est des Occidentaux? On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas à qui on a affaire, vous savez. Voilà, donc voilà. En tout cas, je vous dis, d'habitude, on a de la pudeur avec cette histoire de Palestine. Aujourd'hui, j'en parle parce que c'est trop pénible. C'est beaucoup trop pénible et ça dure depuis trop longtemps. Et c'est le pire de ce qui peut se passer. Arrêtez. L'Holocauste, il a duré, bon, c'était horrible, c'était abominable. Ça a duré 4 ans. La Deuxième Guerre mondiale a duré 4 ans. Là, ce n'est pas de l'extermination, mais c'est de l'extermination indirecte. Ce sont des crimes de guerre. Ce sont des crimes de guerre qui se passent différemment. Netanyahou, avec sa bonne bouille, avec sa sympathie, vous voyez, c'est un criminel de guerre. C'est un criminel de guerre, et qui c'est qui va porter devant les tribunaux? C'est sûrement, il a réussi à intimider les Européens et les Américains. Il les domine d'un point de vue de personnalité. Je ne sais pas que vous dire. Je vous dis, moi j'ai l'impression que le seul espoir viendrait d'un Israélien honnête, correct, qui va se dire ça c'est inacceptable. Quand on appartient à une civilisation, à des valeurs, on ne peut pas laisser faire des choses pareilles. Moi j'accepterai pas qu'on fasse du mal en mon nom. Non, je n'accepte pas ça. J'accepterai pas ça du pays auquel j'appartiens. Donc c'est une légitimité intellectuelle honnête. Et je pense que ça ne peut venir que d'un Israélien qui aura le poids de contredire son leader. Aujourd'hui, c'est une pop star, Benjamin Netanyahou. Il tue des gens, il tue leurs conditions de vie, et à côté de ça, il serre des bras, il fait des grands sourires, presque il tutoie, il vous parle dans votre langue. Tous les étrangers qui viennent, il les reçoit avec un humour, une sympathie, une fierté. Il vend son commerce très très bien. Et il est très fort. Il est très 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 fort. Il est très fort. C'est un politicien très fort, mais c'est un criminel. C'est un criminel. C'est un criminel. Il y a des crimes de guerre qui sont en train de se passer là-bas. Et j'ai entendu des informations ce matin, on n'en est qu'à la moitié. Avec tout ce qui s'est passé, c'est pas fini. Et ils vont détruire tous les leaders. Ils vont les tuer. Enfin, ils les ont déjà tués. Hein. C'est-à-dire quand on vous parle de 60 morts avec dont des enfants, il faut comprendre que ce sont des pères de famille qui ont été tués avec leurs gosses. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que vous avez eu une telle responsabilité et qu'on sait très bien où vous habitez, eh bien l'opération chirurgicale, c'est de bousiller votre maison, vous et votre famille, vous et votre femme et enfants. Qui est là pour vous pleurer? Plus personne, puisque votre famille a été exterminée. Ah, les voisins peut-être, ah oui, ça, oui, mais les voisins, c'est... Alors, sauf les survivants éventuellement. Donc vous voyez ce qui est en train de se faire. On détruit les infrastructures, là on a détruit les infrastructures de Jazeera. Mais en 2009 c'était pareil. On a aussi détruit les infrastructures de Jazeera pour qu'ils ne puissent pas parler. Et là, bon, mais en 2009, ils n'avaient pas fait d'avertissement. Ils ont bombardé, boum, ils ont tué le personnel avec. Et là, ils disent, Zama, tu vois, on a donné un avertissement, on leur a donné une heure pour sortir, c'est pour sauver ta peau. Et ensuite, on a détruit toutes les infrastructures, toutes les capacités d'émission. La seule capacité de donner une information locale, même si Jazeera ne faisait pas du bon travail. Je suis désolé de voir que les journalistes, mais je ne sais pas, leur éducation, je ne comprends pas. J'écoute, j'ai rien trouvé d'intéressant. Je trouve de l'engagement, il n'y a pas une information objective.
sur la vie des gens, sur leurs difficultés, sur les situations politiques. C'est toujours général, c'est toujours le colon, c'est toujours une dénonciation globale. C'est pas ciblé sur la réalité humaine de la vie. Donc déjà, ces journalistes n'étaient pas bons, mais c'était les seuls à pouvoir amener une information. C'est-à-dire qu'on pouvait améliorer cette... Mais là, maintenant, il n'y a plus rien. Il n'y a ni journaliste, ni capacité d'information, ni capacité de transfert, en plus, ni capacité de production agricole, ni capacité de production industrielle. Ah oui, les industries, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas faire d'industrie. Vous ne pouvez pas importer du métal. Mais bien sûr, vous allez fabriquer des bombes alors. Donc on ne vous laisse pas fabriquer, on vous laisse pas importer ce que vous voulez. Si même le ciment, il est interdit. Le fer, il est interdit. Avec quoi tu vas construire? Ah oui, ils se disent oui, parce que si on vous laisse, vous allez faire des bombes et vous allez... Donc vous voyez, moi je reviens à la science de la politique, à la gouvernance. Il y a une équation de base sur laquelle il faut revenir. Parce que c'est sur cette base d'équation que Netanyahou et ceux qui suivent travaillent pour exterminer ces gens-là, indirectement, pas directement, mais de faire qu'ils crèvent, qu'ils émigrent, qu'ils partent, pour diminuer cette part de la minorité. Ça, c'est l'objectif. Mais on peut changer l'équation de base en disant, je sais que ce n'est pas le moment, c'est parce que là, la souffrance est trop grande pour le moment, mais il faut arriver, la solution à deux États, ça ne tient pas, laisse tomber. Laisse tomber. À moins que ce soit un État fédéral. Un État fédéral avec trois États, oui, ça c'est possible. Il faut revenir à l'équation de base dans laquelle les citoyens disent, écoutez, nous admettons cette autorité israélienne. Oui, nous l'acceptons. Mais une autorité israélienne qui gère, je dirais même de manière coloniale. Coloniale, ça veut dire quoi? Ça veut dire gérer les populations, mais dans l'intérêt des populations. Et il faut que ces populations adhèrent. Ben oui, là peut-être, bon, mais si vous ne voulez pas de cette solution, alors il n'y a pas de solution. Alors il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Un État indépendant, ce n'est pas possible. Comment voulez-vous qu'ils vivent? Jamais, jamais Israël n'acceptera de... un État indépendant, Israël va se permettre à tout moment de venir le bombarder, de lui faire une guerre. Non. Mais si l'État appartient à l'État, si Gaza appartenait à un État israélien, un État arabe israélien, mais je veux dire, un gouvernement israélien ne va quand même pas s'attaquer à sa population. Donc il va accepter cet État de Gaza avec ses populations musulmanes. Musulmanes, quelle que soit leur religion. Hein. Bon, mais là, ils sont musulmans, donc on va l'admettre. Il faut arriver à ça. Il faut arriver à ça. Et dans un pacte de reconnaissance et de reconstruction. Donc cette équation de base, à partir du moment où vous ne l'acceptez pas, nous sommes dans un état de guerre. Et dans un état de guerre, on se donne le droit de vous exterminer, directement ou indirectement. C'est légitime, c'est la guerre. Donc, alors, il faut sortir de cette équation, mais il va falloir un jour ou l'autre renégocier cette équation de départ. La Palestine a des populations, quelles que soient leurs origines, il faut que ces gens puissent vivre dans l'égalité, des droits. Je sais bien que ce n'est pas le moment de parler de ces choses-là. On pouvait en parler il y a un mois, mais aujourd'hui, avec l'état de guerre, l'état de brutalité abominable, c'est-à-dire que c'est une brutalité indirecte. Voilà. Allez, je parle depuis longtemps et je n'arrêterai pas de parler de la Palestine si vous me le laissiez, si j'avais la disposition, parce que je connais bien le sujet, mais bon, je n'en parlais jamais parce que je n'avais pas parce que je n'ai pas de pouvoir. À quoi c'est une discussion de commerce et moi je suis un homme de paix, j'ai des amis de toutes les religions, ils n'ont même pas besoin d'affirmer leur religion, ce sont des copains, ce sont des amis, je suis un homme de paix, je suis un homme, c'est tout ce que je veux et j'ai pas envie que les gens me disent moi je suis ceci, moi je suis là, ça te regarde, ça vous regarde personnellement, il faut pas... donc à la base j'ai une idéologie saine et cet état de référencement, d'appartenance conduit à une guerre infinie
avec des propos ignobles. Les Israéliens tiennent des propos, c'est indigne. Quand on se prétend être la 11e puissance du monde, quand on se prétend... euh, enfin bref, on doit donner une leçon au monde, on doit pas être méprisant ou... Non, il faut arrêter, faut quand même... et moi je pense à nos compatriotes juifs d'Afrique du Nord, mais c'était des gens, c'était le même mot de la société. Donc ils sont partis, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est les ultras de l'Israël? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'un gars de chez vous, de chez nous, qui est devenu de chez vous, ne puisse pas prendre la parole et se dise non, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Tu dis Bernard-Henri Lévy, tu fais ta gueule Bernard-Henri Lévy. Il vient et dit non, non, aucun pays ne va accepter des bombardements. Mais attends, c'est un voyou, c'est un petit voyou, mais quel est le rapport entre un petit voyou et un champion de MMA? Un champion du monde de boxe là qui vient cogner un petit adolescent qui n'est même pas reconnu un milicien, tu veux dire, mais enfin c'est disproportionné. Et je rappelle la sagesse de Gandhi, c'est la puissance, c'est de ne pas s'en servir. La puissance d'un État, c'est j'ai la puissance de vous punir, mais je ne le fais pas parce que j'ai la sagesse humaine. Donc c'est cette étape-là qui me semblait quand même essentielle. Voilà. Bon, allez, je vous dis à bientôt, hein. En tout cas, bon, ça me peine beaucoup et je ne vois pas comment on va s'en sortir dans cette histoire-là. Je pense que c'est important de transmettre ce message, surtout pour la Tunisie qui est au Conseil de sécurité aujourd'hui. Donc il faut qu'elle sache qu'est-ce qu'elle peut dire et qu'est-ce qu'elle peut apporter. Si jamais il savait ce qu'il y a à faire, il faut arrêter avec les discours de l'arabisme des années 60 où on est déphasé, c'est terminé. Il faut renouveler les cartes, il faut réinventer la politique. Il ne faut plus se référer à l'indépendance ou à quoi ça. Non, ce n'est pas une solution, ça ne viendra pas. Si c'était la solution, on l'aurait adoptée depuis longtemps. Si on n'a pas adopté cette solution, c'est qu'elle ne convenait pas. Donc aujourd'hui, il faut trouver de nouvelles solutions pour la Palestine. Il faut trouver de nouvelles solutions. Et la Tunisie devrait être en mesure si elle a des gens compétents, ce que je ne crois pas, de réfléchir à ces choses-là, de faire de nouvelles propositions. La Tunisie, elle est méprisée, même aujourd'hui au Conseil de sécurité, méprisée par la France et méprisée par les États-Unis. Alors que vraiment, on a un poste de privilège quand même, hein. On est nommé à ce poste une fois tous les 25 ans au Conseil de sécurité. C'est pas tout le temps que ça vient. Je crois que c'est la deuxième fois que ça arrive, que la Tunisie est représentée au Conseil de sécurité. Et le président tunisien, qui lui affirmait toute sa sensibilité pour la question palestinienne, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il peut proposer, qu'est-ce qu'il peut apporter de nouveau. Allez, ciao, 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 ciao.